L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et du coup, je sais que tu vas bien, ça c'est cool. Je sais que tu as de l'empathie pour ce live, c'est d'autant plus cool. Mais qu'est-ce que tu racontes par rapport aux théories du complot? Laquelle est la plus crédible pour toi? Alors du coup pour moi je vais en dire une gros exemple, mais on pourrait en mettre plusieurs dans le même truc. Je dirais que c'est la mort de Lady Diana. Tu vois, tu peux mettre aussi Coluche dedans, les trucs comme ça. Ah ouais. Et pourquoi pour moi du coup c'est une des plus crédibles? Parce que c'est celle où c'est la moins absurde, ça. C'est la plus plausible, et c'est celle où la plus plausible où même si elle est vraie, t'aurais pas vraiment de preuves concrètes que c'est vrai. Parce que tu vois, c'est tu veux te débarrasser de la personne, tu causes un accident, voilà. Ah ouais. Et du coup, tu veux parler de Lady Diana. Ouais. Tu peux juste rapidement me dire c'est qui? Alors, c'était une princesse anglaise. Après, je suis très nul, hein. Vraiment, je la connais pas. C'est vraiment le truc de base. Et qui a fait un truc qui aurait pas plu à la reine d'Angleterre. Et du coup, la reine d'Angleterre, elle aurait voulu l'évincer. D'accord. On va parler au subjonctif. Quand tu dis que c'est la plus plausible, qu'est-ce qui te donne ce sentiment? C'est plutôt lié à des éléments concrets ou à une impression générale que ça sonne vrai, entre guillemets? C'est comme je dis, c'est pas que je pense que c'est qu'il y a des preuves ou des trucs comme ça, mais quand tu utilises le rasoir d'Occam et tout, c'est celle où tu t'en sors le plus, le moins, avec des hypothèses ad hoc pour pouvoir la justifier. Tu vois, il s'est passé ça, ok. Ils ont voulu s'en débarrasser, ils ont fait comme ça. Il n'y a pas de genre, ouais, en fait, c'est des hologrammes et des trucs comme ça. Ah ouais. Donc t'as plutôt une approche sceptique, tout en te disant il y a des chances, quoi. Tu dis pas que tu y crois vraiment, mais que si tu appliques un principe comme le rasoir d'Occam, la théorie du complot autour de la mort de Diana tient mieux la route que d'autres, quoi. Voilà, c'est ça. Suivant une méthodologie la plus raisonnable et tout, c'est celle qui tient le mieux. Et comme je dis, celle de Coluche et tout, ça va avec peut-être pas toutes les morts étranges, mais... Et quand tu dis qu'elle s'en sort mieux, enfin, on va passer la blague du apparemment non, mais oui, elle s'en sort pas bien. Du coup. Quand tu dis qu'elle s'en sort mieux avec le rasoir d'Occam, tu veux dire que l'explication officielle, c'est-à-dire l'accident, te semble plus complexe ou moins cohérente que l'idée d'un complot, ou juste que la version complot est plus simple à imaginer? Non, c'est dans le sens où entre le officiel et le complot, c'est celle où il y aura le moins de différence. Le officiel, est normal et toujours au-dessus, tu vois. C'est juste un accident. Voilà, t'as pas besoin de faire d'hypothèse de pourquoi il y a eu l'accident pile à ce moment. Mais dans le sens où quand tu dis c'est un accident causé, c'est plus simple à apporter une justification à comment ils ont fait cet accident causé. Tu vois, t'as juste besoin d'une voiture qui est dans le coup, qui fonce dedans, voilà. Par rapport à toutes les autres théories du complot où ça part dans de la pseudo-science, où ça contredit les lois de la physique et tout. C'est pour ça que je dis que c'est la plus crédible. Je vois. Ok. Donc ouais. Ok. Et si on imaginait que les deux versions, genre du coup l'accident banal d'un côté et l'accident provoqué de l'autre, expliquent aussi bien les faits observés, donc les deux versions. Qu'est-ce qui ferait pencher la balance pour toi d'un côté ou de l'autre?
Bah, dans ce cas-là concret, je suspends mon avis parce que comme on n'a pas de méthode réelle actuelle pour pouvoir déterminer lequel des deux est vrai en tant que simple humain, tu vois, si on n'a pas les caméras de surveillance et tout. Donc je suspends mon avis. Je me place pas, je dis je sais pas. C'est très sage et c'est super clair. Donc pour toi, l'absence d'éléments vérifiables comme des images ou des données brutes, des preuves directes, eh ben ça fait que tu préfères suspendre ton jugement. Tu choisis, au final, tu choisis ni la version officielle ni celle du complot parce qu'il n'y a pas de méthodologie fiable aujourd'hui pour trancher, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand tu dis pas utiliser la méthodologie scientifique entre guillemets, bah je sais pas. Et quand tu dis que tu suspends ton avis, est-ce que ça veut dire que tu ressens zéro confiance dans l'une ou l'autre hypothèse, comme un 50-50, ou plutôt que tu te retiens d'y croire, même si une petite part de toi penche un peu d'un côté ou de l'autre? Je dirais je ressens rien pour les deux. Il y a juste le côté, bon, c'est un peu humour noir. Certains vont me trouver bâtard. Je reconnais, je rigole de tout. La théorie du complot me fait un peu plus rire, dans le sens où ça me ferait marrer d'imaginer Elisabeth II qui fomente des trucs dans le dos, qui élimine les personnes gênantes. D'accord, pour l'aspect esthétique de l'histoire, pour finir. Voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça fait une jolie histoire. Je comprends complètement, et je vois très bien le ton. Quand tu dis que ça te fait rire d'imaginer ce genre de scénario, tu dirais que ce plaisir de l'imaginaire joue parfois un rôle dans la façon dont certaines personnes finissent quand même par y croire, même un peu? Je le pense totalement, dans le sens où ça peut être une bonne source de biais. On pourrait rapprocher ça un peu à un biais de confirmation. Le fait qu'on ait envie que ça soit vrai, du coup, tout ce qui va se rapprocher de c'est vrai, on va le prendre en l'analysant moins que si de base on part sur le principe que c'est faux. Ah, c'est super intéressant ça. C'est super intéressant. Je me souviens plus du nom du biais. Il me semble pas que c'est biais de confirmation, mais ça fait aussi un peu de cherry picking, mais. Ouais. Et si tu préfères ce genre de biais chez toi, c'est-à-dire le côté j'aimerais que ça soit vrai, est-ce que t'as une façon à toi de le contrer? Ou est-ce que tu laisses juste cette idée flotter sans y toucher? Bah du coup, pour les trucs plus concrets, j'utilise la méthode scientifique, etc. pour écarter le plus possible mes biais, même si je sais que il y en a toujours. Pour ce cas-là, comme je dis, c'est je suspends mon avis, mais ça me fait rire de me l'imaginer dans le coin de ma tête. D'accord, ok. C'est un truc où je sais que c'est purement pas du tout fiable. C'est plutôt cohérent dans ta démarche, je trouve. Si tu dirais que cette capacité à suspendre et à observer, c'est une idée sans y croire, ça te vient plutôt d'un entraînement conscient, donc la lecture, la méthodologie, le scepticisme appris, ou d'une attitude naturelle que tu as toujours eu? Je dirais plus que c'est obtenu, parce qu'il y a des trucs où je vais quand même avoir plus de biais et tout, comme tout le monde. Même si du coup, traîner avec des gens comme Jonathan et tout, ça t'entraîne encore plus à travailler tout ça. Mais après, oui, disons que j'ai une facilité là-dessus quand même. Depuis tout petit, j'aime la science, et aimer la science t'as plus de facilité justement à faire attention à ce que tu crois. Et quand tu dis que traîner avec des gens comme Jonathan
t'aide à travailler ça? Tu penses que c'est surtout leur façon de penser, leurs arguments, la rigueur qui t'influence, ou plutôt l'attitude qu'ils ont dans la discussion, leur calme, la curiosité, etc. C'est la rigueur. C'est que là où je pensais avoir une rigueur qui était déjà pas trop mal, entre guillemets, tu te rends compte que ta rigueur, en vrai, t'es tout en bas. Ok. Ça a un peu glissé sur Jonathan. J'ai très hâte d'avoir les questions à emporter, mais genre, c'est très fort ce que tu dis. Je te remercie. J'ai pris Jonathan parce qu'il est là-haut, hein. T'as Alexis, t'as tous ceux qui ont des vrais diplômes scientifiques. Et quand tu découvres que ta rigueur, elle n'est, entre guillemets, pas encore là, tu ressens ça comme une motivation, une envie d'affiner encore plus ta pensée, ou plutôt comme un petit découragement? Plutôt comme une motivation. Étant un peu perfectionniste dans la vie, ça me pousse à me mettre encore plus à fond là-dedans. Ok. Après, il y a la procrastination qui prend le dessus parfois, mais... Oui, je vois très bien. Et tu penses que ce perfectionnisme-là, appliqué à la rigueur intellectuelle, ça peut parfois te faire hésiter à conclure, par peur de te tromper, ou au contraire, il te donne confiance dans tes conclusions quand tu estimes avoir bien vérifié? Je dirais pas, ça me met encore plus, moins de confiance en mes conclusions, mais pas dans le sens de peur de me tromper, mais dans le sens où si je me trompe, je préfère toujours, faut faire comprendre aux personnes que c'est jamais du 100%. Et donc c'est pas pour moi, c'est plutôt pour la compréhension des gens autour. Ok, du coup, ouais. Parce que après l'erreur est humaine, mais le problème c'est de partager l'erreur aux autres et que ça se évolue. Tu vois. Le truc, c'est que tu appliques ce principe de prudence intellectuelle, genre aussi sur l'exemple de Lady Diana, du coup. Tu ne dis pas que c'est vrai, ni que c'est faux, mais plutôt que on n'est pas sûr à 100%. Et plus largement, tu sembles du coup avoir intégré l'idée que toute conclusion reste provisoire, parce que même une méthode rigoureuse, elle garantit jamais une vérité absolue. C'est une posture plutôt saine, qui est très bien décrite dans un bouquin que je fais la promotion très régulièrement, mais de Scout Mindset. Et tu gardes vraiment ton jugement souple, prêt à être révisé s'il y a de nouveaux éléments qui arrivent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est par parcimonie, on va dire que il y a aucune raison de dire ouais c'est un complot, mais il n'y a pas de moyen de pouvoir différencier si c'est un complot ou pas, donc l'idée reste quelque part comme ça. Et comme je disais, ça me fait rire de dire que c'est un complot. Juste Elisabeth II avec des cornes fait ces trucs, ça me termine. Et du coup, il me reste à peu près 1 minute 30. Est-ce que tu veux que je te pose une dernière question avec cette minute? Comme tu veux. Moi, je pense après, sinon on a fait pas mal le tour. Ok, ça va. Super. Comment t'as trouvé l'entretien? Il était cool. Cool premier entretien de ta part. Merci beaucoup. C'est un peu un défi, hein. 15 minutes, c'est très court. Du coup, j'ai peut-être été un peu trop sur le côté, mais j'ai l'impression que c'était vraiment l'exploration du pourquoi. Dans le fond, tu te permets de douter, même si l'aspect superficiel, l'aspect au final esthétique te donne envie, quoi. Et je trouvais ça super intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. De rien.
Alors, moi j'ai une question à apporter du coup. C'est un peu une question presque de. C'est pas vraiment une question de réflexion à emporter, c'est plus une question de comment dire, de limite de curiosité. Mais par rapport à ce que tu as raconté, est-ce que du coup dans le passé, il y a déjà eu pas forcément des théories du complot, mais des trucs du même genre, des légendes urbaines ou des choses comme ça, auxquelles t'as cru et tu t'es rendu compte que c'était faux et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence en termes de quand tu t'es rendu compte que c'était faux, si tu t'es rendu compte que c'était faux. En vrai, je sais que c'est une question à porter, mais j'ai tellement envie de répondre parce que la réponse elle tient en 3 phrases, en une petite phrase. Vas-y, tu peux répondre, on a un peu de temps. Et du coup, c'est putain, quand j'étais petit, j'étais con et crédule. Ah, les 30 histoires, là, toute la série, les 30 histoires qui font peur. Ces émissions à la con. Et du coup, t'étais jeune à ce moment-là? Ah, j'étais très jeune, oui. Ok. Je dirais que vers 10 ans, je crois, j'ai commencé à plus réfléchir, on va dire. Après, c'est normal, hein. Tout le monde, quand on est petit, on est con. Ouais, on est nombreux à avoir vraiment cru au Père Noël. Ouais, voilà, j'étais le premier dedans à dire non, mais oui, il y a des gens, c'est les parents, et d'autres, c'est le Père Noël, tu vois. Ok, je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont des questions à emporter. Je vais me risquer à une question emportée. C'est difficile comme sujet pour les questions emportées, mais ma question emportée, elle est plutôt sur le choix que tu as fait de ta théorie du complot la plus crédible. Je pensais qu'une que tu allais choisir était basée sur quelque chose d'existant, par exemple ce que les cigarettiers ont fait dans les années 70-80 pour jeter le doute en fait sur le fait que le tabac soit vraiment mauvais pour la santé. Ma question est la suivante en fait, c'est s'il y avait une théorie du complot qui disait que les cigarettiers voulaient détruire la civilisation mondiale, il y aurait tout un narratif justifiable et justifié, et donc ça en ferait éventuellement une théorie du complot beaucoup plus solide que celle que tu as racontée, où il y a quand même eu 2 enquêtes internationales indépendantes. Et du coup, est-ce que une théorie du complot basée sur quelque chose de vérifié et vérifiable serait pour toi beaucoup plus crédible? Je sais pas du tout si ma question a bien été faite. Dis-moi si c'est pas le cas. Elle était longue, mais je l'ai comprise. Merci. Moi, j'ai une question à emporter, mais ça va dans la lignée de notre entretien. Dans ta manière de douter aujourd'hui, c'est-à-dire entre rigueur, humour et ouverture, qu'est-ce que t'aimerais garder à tout prix dans 10 ans, même si tes croyances changent? Ok, cool comme question aussi. Ok, je pense que tout le monde il n'y a plus de questions à emporter? Non, je pense que c'est bon. Du coup, merci Terroblat. Ça s'est bien passé pour toi? Bon, ouais. Ok, nickel.